Merci beaucoup Loïc. Je suis moi aussi ravie d'être là dans des circonstances beaucoup plus détendues, en tout cas pour toi. Et voilà, c'est un grand plaisir d'être là. Donc merci aux organisateurs du colloque et donc à toi Loïc et puis à Gaëlle Marty pour leur invitation. Alors, en guise d'introduction, je voudrais peut-être commencer par deux constats préalables ou deux remarques. Le premier constat, en fait, part en fait d'une réflexion, une observation qui m'est venue récemment, à peu près de manière concomitante au moment où j'ai été contactée par Gaëlle pour l'organisation du colloque. Il se trouve qu'à peu près en même temps, j'ai reçu un exemplaire d'un ouvrage collectif auquel j'ai contribué avec certains collègues. Et il se trouve que cet ouvrage, en fait, est un projet qui a été lancé par un collègue de l'université de Groningen, Ramses Wessel, et un collègue de l'université de Copenhague, Graham Butler. Un projet d'ouvrage, en fait, qui s'appelle EU External Relations Law, The Cases in Context. Et ce projet a été lancé en 2021 pour les 50 ans de l'arrêt AETR, que tous les étudiants, je suppose, connaissent bien. Et c'est en quelque sorte un ouvrage qui est dans la logique un peu des grands arrêts de la juridiction de l'Union en matière de relations extérieures. Et alors les auteurs ont identifié de manière relativement exhaustive, il manque quelques arrêts, mais relativement exhaustive, ils ont identifié 92 arrêts et avis de la Cour de justice de l'Union européenne depuis 1971 jusqu'en 2021. Et alors ce qui est intéressant, et c'est là mon observation, ce qui est assez intéressant d'observer, c'est que sur ces 92 affaires, 34 ont été jugées après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Ce qui veut dire que si on regarde les choses d'un point de vue purement quantitatif, on en a eu 58 sur les 58 arrêts de la Cour de justice en matière de relations extérieures qui ont été arrêts ou avis, qui ont été tranchés de 1971 à 2011, c'est-à-dire pendant 40 ans, et puis 34 qui ont été jugés sur les 10 dernières années, on va dire 2011-2021. Et cette observation purement formelle, purement quantitative, m'a permis de faire le lien avec une observation plus globale que l'on peut faire, que tous les observateurs qui suivent un petit peu la jurisprudence de la Cour en matière de relations extérieures se sont faits, qui est qu'on assiste incontestablement à une intensification des contentieux en matière d'action extérieure de l'Union européenne depuis 10 ans, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, pour dire les choses schématiquement. Alors, il s'agit d'un contentieux qui est principalement de nature institutionnelle, dans lequel est en jeu l'interprétation du cadre juridique de l'action extérieure, tel qu'il a été assez profondément redessiné par le traité de Lisbonne, qu'il s'agisse de la question de la compétence externe, aussi bien son existence, les conditions dans lesquelles l'Union européenne peut conclure un accord, que la nature, partagée ou exclusive de la compétence, ou qu'il s'agisse également de l'interprétation de l'article 218 relatif à la procédure de conclusion des accords externes. Donc c'est un contentieux dans lequel sont en jeu des questions souvent importantes, qui présentent des enjeux constitutionnels pour l'Union, au centre desquels se trouve presque toujours l'application des principes fondateurs, tels que le principe d'attribution des compétences, les principes d'équilibre institutionnel ou de coopération loyale, et donc fondamentalement où sont en jeu des enjeux d'articulation entre logique d'intégration et préservation des souverainetés. Alors, je ne veux pas dire par là, tout de suite je voudrais mettre une nuance à ma première remarque, je ne veux pas dire par là que cette confrontation des logiques est un phénomène nouveau depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Elle a toujours existé et elle est même inhérente à l'action extérieure de l'Union, puisque c'est une évidence de le dire, mais je le rappelle quand même, l'action extérieure de l'Union a ceci de particulier que lorsque l'intégration est à l'œuvre, ce ne sont pas seulement les souverainetés des États membres dans un rapport interne à l'Union qui se trouvent affectées, mais c'est aussi leur souveraineté telle qu'elle s'exprime sur la scène internationale et donc dans les rapports avec les tiers. Et donc ça rend la sensibilité des États membres sur ces questions-là d'autant plus importante. Donc cette tension a toujours existé, on en trouve des éléments dès les premiers arguments échangés, dès l'arrêt AETR ou dans les avis des années 70 relatifs à la compétence de la communauté en matière commerciale. Mais il semble que la période actuelle, les 10 dernières années, est marquée par une augmentation des contentieux, et donc des conflits, dont le prétoire de la Cour est le réceptacle. Ce qui m'amène du coup à ma seconde observation un peu préliminaire, où là on va vraiment rentrer dans une logique de conflit beaucoup plus, parce que qui dit contentieux ne dit pas nécessairement conflit, c'est que lorsqu'on regarde de manière un peu plus précise les affaires dont la Cour a à connaître, on constate indubitablement une plus grande virulence dans les arguments échangés. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus seulement de régler des désaccords légitimes d'interprétation des textes. On est entré en quelque sorte dans une forme de logique de confrontation
avec une exacerbation des positions des différents acteurs, Commission, Parlement, Conseil, États membres, qui relève, me semble-t-il, davantage, ou en tout cas qu'on peut analyser sous une logique ou dans une approche de conflit. Et donc, il y a une forme de radicalisation des positions qui, d'ailleurs, s'exprime peut-être parfois plus ou qui est relayée parfois davantage par les avocats généraux eux-mêmes que dans les arrêts ou les avis eux-mêmes. Et je vais prendre 2 exemples de conclusions d'avocats généraux où on retrouve cette logique de façon cette logique conflictuelle de façon très marquée. Premier exemple, les conclusions de l'avocat général Julian Cocotte dans une affaire qui a donné lieu à l'affaire Air Marine Protégée, qui a donné lieu à un arrêt en décembre 2020. Dans lequel l'avocat général Cocotte écrit que ces questions relatives aux compétences externes font l'objet de litiges depuis des années. Et à cet égard, elle écrit, je la cite, « Les positions semblent s'être durcies de façon très sensible depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. » Et elle ajoute un peu plus loin dans les conclusions, « Les parties adverses exposent leurs arguments respectifs avec une verve étonnante. Le Conseil et certaines parties intervenantes reprochent en filigrane à la Commission de tout mettre en œuvre pour empêcher que les États membres agissent sur la scène internationale, tandis que la Commission reproche au Conseil de vouloir à tout prix trouver des fondements juridiques permettant toujours aux États membres d'agir aux côtés de l'Union. » Alors on voit bien, à la lumière de ce que nous dit l'avocat général Cocotte, que ce qui oppose dans cette affaire, ce qui oppose les parties, c'est pas tant les positions respectives de chacune des parties, c'est-à-dire en gros, dans cette affaire, le fait que la Commission considère que l'accord devrait être conclu sur une base juridique, que la Commission estime que la décision relève, je vais le dire autrement, relève de la compétence exclusive de l'Union au titre de la politique commune de la pêche, alors que le Conseil considère, lui, que c'est une base juridique environnement qui devrait être privilégiée, donc une compétence partagée. Finalement, c'est pas ça tellement l'enjeu. Ce que nous dit l'avocat général Cocotte, c'est elle nous dit qu'en réalité, ce que les institutions, la Commission et les États membres se reprochent mutuellement, c'est une forme de parti pris, un systématisme qui sous-tend les positions de chacun et qui me semble relever d'une logique plus conflictuelle. Autre exemple, et peut-être de manière moins tranchée, ou en tout cas peut-être plus suggérée que véritablement affichée, on peut citer les conclusions de l'avocat général Hogan dans une procédure qui a donné lieu à l'avis 1-19 en octobre 2021 sur l'adhésion de l'Union européenne à la Convention d'Istanbul, qui écrit, là encore je le cite, « La question de la compatibilité de la conclusion de cette convention avec les traités soulève des questions juridiques complexes, assez nouvelles, qu'il convient d'examiner sous un angle juridique, de manière sereine et détachée, suggérant en quelque sorte en creux que les débats entre les institutions et entre la Commission et les États à ce sujet n'ont pas été très sereins et détachés devant la Cour. » Donc à partir de ce double constat, l'idée qu'on peut peut-être analyser l'évolution du contentieux en matière d'action extérieure sous un angle conflictuel, donc à partir de ce double constat qui est brossé un peu à gros traits, j'en conviens, on peut essayer de raisonner en 2 temps. D'une part, en essayant peut-être de décrire un peu plus précisément l'émergence d'une logique conflictuelle dans le contentieux de l'action extérieure et peut-être d'essayer d'en comprendre les ressorts. Et puis ensuite, essayer de voir comment le juge se saisit de ces conflits, tâche de les résoudre et quelles en sont les conséquences, s'il y a lieu, pour l'intégration elle-même. Donc tout d'abord, l'émergence d'une logique conflictuelle dans le contentieux de l'action extérieure. Il me semble que l'accroissement des conflits ou des tensions en matière d'action extérieure procède probablement de 2 éléments qui ne sont pas forcément d'ailleurs autonomes et qui sont même très probablement interdépendants. Il y a dans la lignée de ce que nous disait, de ce que je citais tout à l'heure, ce que nous disait l'avocat général Cocotte, il y a en quelque sorte, me semble-t-il, un jeu d'acteurs, autrement dit des stratégies de la part des protagonistes visant à installer, et même peut-être durablement, des conflits. Concrètement, ça se traduit comment ? Ça se traduit par une sorte d'exacerbation des revendications des États membres, qui rechignent de plus en plus à s'effacer sur la scène internationale Donc, exacerbation des revendications étatiques, auxquelles répond un incontestable activisme contentieux des institutions supranationales, en particulier de la Commission, et dans une moindre mesure, c'est surtout d'elle dont je vais parler, dans une moindre mesure du Parlement européen. Et ça, c'est le premier élément, c'est-à-dire ce jeu d'acteurs et ce développement de stratégies d'exacerbation des conflits. Et ce jeu d'acteurs, il s'opère dans un contexte juridique qui, me semble-t-il, rend propice l'exacerbation de ces conflits. Et ce contexte est lié au durcissement du cadre juridique de l'action extérieure de l'Union européenne depuis 10 ans. Donc, s'agissant tout d'abord des stratégies d'exacerbation des conflits,
L'évolution des relations extérieures, ça a été amplement montré par la doctrine, est marquée par des tentatives récurrentes de réappropriation, l'expression n'est pas de moi, de réappropriation de l'action extérieure de l'Union par les États membres, en particulier de l'action conventionnelle de l'Union. Et ça se traduit en fait par toute une série de pratiques du Conseil et des États membres. Alors citons pêle-mêle, je pourrais détailler chacun des points si vous voulez, mais je vais essayer de tenir mon temps de parole. Ce qui est déjà un challenge. Citons pêle-mêle donc des tentatives de réécriture ou de réinterprétation de la jurisprudence antérieure, notamment celle sur les compétences implicites de l'Union européenne, et notamment toute une argumentation et une pratique, d'ailleurs aussi, pas seulement une argumentation, développée par les États membres qui consiste à ne considérer qu'il n'y a de compétences externes que exclusives, ce qui évidemment n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour, et qui se traduit en fait dans les enceintes internationales par une volonté quasi systématique du Conseil d'imposer la présence des États membres aux côtés ou à la place de l'Union. Ça se traduit également par une pratique conventionnelle qui promeut de manière quasi systématique le recours à la mixité des accords externes, y compris lorsqu'elle n'est pas juridiquement justifiée, ce qui peut entraîner des blocages dans la prise de décision, voire une paralysie de l'action de l'Union sur la scène internationale. À titre d'exemple, on peut citer la Convention internationale sur la manipulation des résultats sportifs. On peut citer aussi le futur accord sur les relations entre l'Union européenne et les pays ACP, qui a été signé en 2021 et dont la conclusion est bloquée. On peut citer, toujours dans cette pratique des institutions, une pratique des actes hybrides qui, au nom d'une prétendue meilleure gestion de la mixité des accords, vise en fait à contourner directement les règles des traités. On peut citer la volonté des États membres d'encadrer de manière de plus en plus étroite la marge de manœuvre de la Commission européenne dans le cadre de la négociation des accords et de considérer, ce qui juridiquement est un sujet, de considérer que ce pouvoir de négociation des accords n'est pas forcément un pouvoir autonome, au sens de l'article 17 du traité sur l'Union européenne, mais fait plutôt partie des compétences d'exécution de la Commission. Et puis il y a aussi, et c'est assez intéressant parce qu'il y a une affaire qui est pendante devant la Cour en ce moment, il y a aussi une difficulté marquée du Conseil à accepter de tirer les conséquences des arrêts de la Cour lorsque ces arrêts lui ont donné tort. Et clairement, on voit que le Conseil et les États membres font de la résistance. Ils ne veulent pas céder devant les exigences de la Cour. On peut citer la pratique du commun accord, cette pratique qui consiste, alors schématiquement, qui consiste à attendre d'obtenir un consensus au sein du Conseil avant d'adopter une décision qui pourtant aurait dû être adoptée à la majorité qualifiée. Pratique du commun accord qui est la réponse des États membres et du Conseil à la censure par la Cour des actes hybrides et qui a donné lieu d'ailleurs à l'avis 1-19. On peut citer la question des bases juridiques des accords de partenariat et de coopération, ou alors même que la Cour a censuré le recours à la base juridique PESC, qui donc, comme on le sait, préserve davantage les prérogatives du Conseil. Le Conseil a réintroduit, la Cour avait censuré dans un arrêt qui concerne un accord avec le Kazakhstan, dans un autre accord qui concerne cette fois l'Arménie, le Conseil a réintroduit l'article 37, donc la base juridique PESC, donc ne voulant pas céder, ce qui du coup a occasionné une nouvelle censure. Et puis peut-être dernier exemple particulièrement illustratif de la réticence des États à s'effacer derrière l'Union et à tirer les conséquences des arrêts de la Cour, c'est l'affaire qui est actuellement pendante, qui est relative à l'adhésion de l'Union européenne à l'acte de Genève, c'est-à-dire l'arrangement de Lisbonne révisé sur les appellations d'origine et les indications géographiques. Alors cette affaire, elle est intéressante parce que dans un premier arrêt en 2017, la Cour avait annulé la décision du Conseil autorisant l'ouverture des négociations de l'arrangement de Lisbonne révisé, au motif qu'il ne relève pas du marché intérieur, on n'est pas dans des compétences partagées, mais qu'il relève de la politique commerciale, donc compétence exclusive de l'Union. Le Conseil avait donc pris une nouvelle décision, la Commission a négocié l'arrangement de Lisbonne révisé, qui est devenu l'acte de Genève. Et lorsqu'il s'est agi d'adopter la décision d'adhésion de l'Union à l'acte de Genève, le Conseil a décidé d'autoriser, c'est-à-dire juridiquement d'habiliter, de manière quasi générale et permanente, les États membres à ratifier eux-mêmes la Convention, c'est-à-dire faisant, me semble-t-il, de la part du Conseil, une interprétation pour le moins extensive de l'habilitation prévue à l'article 2, paragraphe 1, sur le régime des compétences exclusives. Et donc, en fait, il s'agit ni plus ni moins pour le Conseil de battre en brèche l'exclusivité de la compétence de l'Union, reconnue pourtant par la Cour, et donc finalement d'exploiter à des fins de récupération de facto de compétences transférées, de récupérer lui-même des compétences, récupérer au bénéfice des États membres des compétences qui pourtant ont été transférées à l'Union. Et donc il sera intéressant de voir comment la Cour de justice se prononcera.
À ce raidissement, donc on voit il y a un raidissement de la part des États sur les questions de relations extérieures, pour le dire schématiquement. Et à ce raidissement des questions, ce raidissement des positions répond à un incontestable activisme contentieux de la Commission, je m'arrêterai à la Commission, qui du coup, à travers la défense de ses prérogatives, la défense de l'exclusivité des compétences, cherche à préserver les acquis de l'intégration dont elle est l'institution motrice. Et on peut dire, je vais le dire très schématiquement, je n'ai pas le temps de détailler, mais on peut dire clairement que la Commission européenne n'en rate pas une, qu'elle fait feu de tout bois, et que chaque occasion est pour elle de déposer un recours pour contester les pratiques des États. Et sur les 35 affaires qui ont été jugées par la Cour que j'évoquais tout à l'heure, l'immense majorité l'ont été sur saisine soit de la Commission, soit du Parlement. Et donc il y a un appel aux juges qui est, me semble-t-il, encouragé par un contexte juridique qui lui-même est relativement propice au conflit. Alors, s'agissant pour comprendre le contexte dont je parle, il faut, me semble-t-il, revenir un tout petit peu en arrière. Puisqu'en effet, le droit des relations extérieures de l'Union est et a toujours été un droit qui est par nature, par essence politique, qui a toujours fait une grande place à la pratique, et qui donc s'est initialement développé dans un contexte où le cadre juridique est extrêmement lacunaire. Très peu de dispositions dans les traités fondateurs. Donc contexte juridique initialement très lacunaire, qui laissait donc une grande place à la pratique institutionnelle. Et les relations extérieures de la communauté, puis de l'Union, se sont largement développées en laissant le soin aux institutions d'organiser elles-mêmes les modalités de leur coopération, c'est-à-dire d'organiser par consensus les modalités de leur coopération. On pense à l'encadrement de la Commission dans la négociation des accords, ou même la pratique des accords mixtes qui s'est développée en dehors de tout texte. Et la Cour de justice a plutôt conforté cette approche, on va dire, pragmatique des relations extérieures de la communauté. Et d'ailleurs, si on prend sa jurisprudence, on va dire, classique, ancienne, elle est empreinte d'un grand pragmatisme, d'une certaine volonté, d'un certain esprit de logique, pour reprendre un mot qui avait été utilisé par Pierre Pescator, un esprit de logique, notamment dans l'articulation externe-interne, dans la manière dont elle a mobilisé la théorie de l'effet utile. Enfin voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais toute la première période a été marquée par on va dire, ce grand pragmatisme. Et alors cette situation a pu être critiquée, notamment en termes de cohérence, en termes d'efficacité, en termes de sécurité juridique. Il n'en demeure pas moins que c'est à juste titre que Jean-Victor Louis, dans un célèbre article de 1971 qui s'appelle « Droit et politique des relations extérieures de la communauté », a pu écrire que la qualité première de ce droit, c'est d'être la souplesse, la possibilité d'évolution au gré des nécessités. Or, et c'est là qu'on arrive au contexte juridique propice au conflit, c'est que la révision du traité de Lisbonne a, me semble-t-il, profondément modifié cet ordre des choses. Et puisqu'il a réécrit, vous le savez, le cadre juridique de l'action extérieure, et cette réécriture est propice à une exacerbation des conflits, en particulier entre le Conseil et la Commission, le Conseil État-membre et la Commission. Ce qui d'ailleurs est une forme de paradoxe, puisque l'une des ambitions du traité de Lisbonne était justement de rationaliser, de clarifier, de simplifier le cadre juridique de l'action extérieure. Et la Cour l'a dit d'ailleurs, que c'était statique. Il avait été révisé pour satisfaire à des exigences de clarté, de cohérence, de rationalisation, s'agissant notamment de l'article 218. Or, paradoxalement, me semble-t-il, en cherchant à clarifier les pouvoirs et les prérogatives de chacun, notamment dans l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le traité de Lisbonne a contribué à exacerber les revendications des institutions. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si, en clarifiant les droits et les obligations de chacun dans la mise en œuvre de l'action extérieure, le traité de Lisbonne avait autorisé chaque protagoniste à revendiquer le respect de ses droits. Là où autrefois on s'arrangeait d'une pratique qu'on contestait guère, ou alors que vraiment lorsque cette pratique devenait, on va dire, insupportable au regard des principes fondamentaux, là maintenant on a des textes qui sont beaucoup plus. Prenez l'article 218 par exemple. Initialement il y avait 3 paragraphes. Il n'y avait rien dans l'ex-article 218 version traité de Rome, c'était 228 je crois. Il y avait très peu. Aujourd'hui, c'est 11 paragraphes extrêmement détaillés qui décrivent avec une minutie quasi entomologique les différentes étapes de la procédure. Et cette inscription dans du droit dur, dans le cadre constitutionnel de l'Union, des pouvoirs de chacun, fait que chaque institution, notamment la Commission européenne, se sent d'autant plus habilitée à revendiquer le respect de ses droits. Et donc finalement, le cadre juridique, alors même qu'il a été créé pour simplifier, pour rationaliser les choses, finalement, il devient en quelque sorte le réceptacle de tensions d'autant plus grandes. Il autorise plus de tensions. Ce qui m'amène du coup une fois qu'on a essayé de dresser un petit peu ce panorama, en tout cas d'essayer de comprendre un peu les ressorts de cette intensification des contentieux,
On peut essayer de voir un petit peu les conséquences que ça a pour l'intégration et la manière dont le juge se saisit de ça. La première remarque qu'on peut faire, c'est que, même si nous, les juristes, on aime bien quand il y a des arrêts, parce que ça nourrit c'est notre fonds de commerce, en quelque sorte, étudier la jurisprudence de la Cour, il n'empêche quand même que cet appel permanent au juge, ou en tout cas de plus en plus fréquent au juge, n'est pas forcément très rassurant, en tout cas n'est pas très bon signe pour le développement de l'action extérieure de l'Union. Elle traduit, cette exacerbation des conflits traduit le fait qu'au sein de l'action extérieure de l'Union, il est de plus en plus difficile d'articuler les dynamiques d'intégration et la dynamique d'intégration plutôt et la logique intergouvernementale. Et si on suit, enfin en tout cas si on croit ce qu'écrivait, alors je vais encore le citer, il est à l'honneur aujourd'hui, Jean-Victor Louis en 1983, il écrivait que le droit des relations extérieures est un test de l'état de l'intégration. Si on peut être d'accord avec ça, on peut considérer que s'il dit vrai, on a de quoi peut-être être un peu inquiet sur l'état de l'intégration européenne. Par ailleurs, cette montée des conflits n'est pas forcément bon signe non plus, au-delà même des conflits, enfin de l'aspect interne de l'état de l'intégration. C'est pas forcément bon signe non plus pour l'affirmation de l'Union sur la scène internationale, qui fait partie des objectifs que se donne l'Union, parce que même si ces contentieux révèlent des conflits purement internes à l'Union, les tiers ne les ignorent pas, les États tiers n'ignorent pas ces conflits. Et on ne peut pas exclure, et on peut en trouver des exemples, on ne peut pas exclure qu'ils cherchent à tirer profit, voire à instrumentaliser ces conflits au service de leurs propres intérêts. Donc c'est plutôt un facteur de fragilisation de l'Union sur la scène internationale. Ce qui me permet de souligner que cette résolution des conflits devrait passer par d'autres moyens que l'appel au juge. Et en particulier, s'agissant de la procédure de l'article 218, il serait utile, me semble-t-il, que les institutions concluent un accord interinstitutionnel pour déterminer ensemble les modalités de la mise en œuvre de cette disposition, de négociation et de conclusion des accords externes. Et ce serait d'autant plus utile que c'est prévu, puisque l'accord mieux légiféré, l'accord interinstitutionnel mieux légiféré, prévoit, je crois que c'est le point 40 de l'accord, prévoit la négociation d'un accord interinstitutionnel sur ces questions, qui, et là aussi c'est peut-être aussi révélateur des conflits qui sont sous-jacents, la négociation de cet accord sur la mise en œuvre de l'article 218 est en cours de négociation depuis des années et il n'avance pas, il est aussi bloqué lui-même. Et enfin, dernière remarque, l'appel de plus en plus fréquent au juge, une fois même si on peut le regretter, une fois qu'on le constate, il contraint le juge à prendre position. Ce qui du coup invite à s'interroger en fait, sur le sens que la jurisprudence donne à ces conflits et sur la manière dont elle les tranche, dont le juge les tranche. À première vue, si on s'attache uniquement aux résultats des affaires que le juge sur lesquelles le juge s'est prononcé, on peut dire qu'il a principalement cherché à préserver les fondamentaux de l'intégration et que donc du coup il s'inscrit dans le rôle traditionnel du juge de garant de l'intégration. Il a plutôt préservé l'exclusivité des compétences, il assure le respect des principes d'équilibre institutionnel, il impose aux États une obligation de coopération loyale, il affirme des enjeux de crédibilité, d'identité, voire de réputation de l'Union sur la scène internationale. Et donc si on s'en tient à une approche purement quantitative, il est certain que dans l'immense majorité des affaires, le Conseil et les États membres ont succombé et la Commission sont, dans l'ensemble, sortis plutôt vainqueurs. En réalité, c'est une première lecture qu'on peut faire très, très superficielle. En réalité, il me semble qu'on peut nuancer le propos et que la jurisprudence de la Cour, elle est un peu plus ambivalente que ça. Et on peut constater un certain infléchissement, en fait, de sa jurisprudence, dans le sens où elle se montre, me semble-t-il, plus qu'avant, à l'écoute des positions des États membres. C'est-à-dire qu'au final, les États, à force de faire, en quelque sorte, le forcing, si je puis dire, pour obtenir une reconnaissance plus importante par la Cour et le fait d'avoir de moins en moins à s'effacer derrière l'Union, les États membres finissent par obtenir un certain nombre de choses. Et c'est notamment vrai, je pense, et c'est peut-être là que se dessinent un peu des lignes, peut-être pas de fracture, mais des lignes de force de la jurisprudence. C'est vrai peut-être principalement sur les aspects procéduraux, et c'est peut-être aussi peut-être vrai lorsque les affaires en cause se passent non pas dans un cadre bilatéral, mais dans un cadre multilatéral. J'y reviendrai juste après comme élément d'explication. Alors, quelques exemples de cette situation. La Cour s'est montrée relativement compréhensive sur la manière dont le Conseil peut encadrer la Commission dans l'exercice du pouvoir de négociation. C'est l'arrêt de 2015 sur les directives de négociation,
où d'abord elle a accepté de considérer que ces directives étaient des actes attaquables, et puis au nom du principe de coopération loyale, elle a imposé à la Commission, elle a accepté que la Commission soit contrainte de rendre des comptes extrêmement détaillés au comité spécial composé des représentants des États membres. Elle s'est aussi montrée, la Cour, assez compréhensive par rapport aux revendications des États sur la question de la mixité facultative, c'est-à-dire l'hypothèse où la mixité n'est pas imposée par les traités, mais est laissée au libre choix du Conseil. Et après avoir validé cette mixité facultative, c'est-à-dire l'idée que les États peuvent être présents même si juridiquement ce n'est pas nécessaire, après en avoir validé l'existence de la mixité facultative, elle a, dans l'arrêt de 2018 que j'évoquais tout à l'heure, l'arrêt AMP, elle a laissé à la libre appréciation politique du Conseil la question du choix de permettre aux États de conclure l'accord aux côtés de l'Union, en posant des critères qui en réalité n'en sont pas vraiment, qui sont des critères juridiques tirés du respect du droit international. Et puis plus récemment, dans l'avis 1.19 que j'évoquais tout à l'heure, elle s'est montrée très compréhensive sur la pratique du commun accord, puisqu'elle n'a pas considéré comme nécessairement contraire au traité une pratique du Conseil qui donc consiste à attendre un consensus des États membres avant de conclure une convention internationale, alors même que cette conclusion devrait se faire par un vote à la majorité qualifiée. Donc de ce point de vue, il me semble que la Cour de justice se fait plutôt pacificatrice des conflits ou conciliatrice, et elle cherche à atténuer les conflits entre la Commission et les États membres en préservant, dans les aspects procéduraux, une certaine marge de manœuvre politique marge de manœuvre politique du Conseil. Et c'est intéressant que toutes les affaires que j'ai citées là, juste avant, sont en fait des affaires où les enjeux sont liés à l'insertion de l'Union européenne dans les enceintes internationales. C'est-à-dire en fait dans un cadre multilatéral. Là où les réticences des États membres sont les plus fortes, et incontestablement, et là où la représentation internationale de l'Union dans toutes ses dimensions, est certainement la plus complexe. C'est-à-dire c'est beaucoup plus compliqué pour l'Union européenne d'exister sur la scène internationale dans les enceintes multilatérales parce qu'elle a un cadre international qui la contraint énormément que dans des accords bilatéraux où là le cadre est plus facile. Ce qui fait qu'on a une attitude du juge qui, me semble-t-il, oscille entre imposition des principes fondamentaux, un certain pragmatisme face aux réalités internationales, dont les États membres ne veulent pas imposition des principes fondamentaux et pragmatisme face aux réalités internationales, dont les États membres ne veulent clairement pas se trouver dessaisis. Merci beaucoup.